Le petit frère. Maman a dit, et c'est un ordre, tu prends ton petit frère par la main et tu me ramènes 1 litre de lait bien frais. D'habitude, maman envoie Marina chercher le lait et le beurre toute seule. Oh, ce n'est pas la première fois qu'elle fait les courses, et elle ne connaît que trop bien la ferme où règne une odeur mélangée de fumier et de crème aigre. Elle adore ces odeurs, et particulièrement, elle aime regarder le fermier traire Marguerite et Capucine, les 2 locataires de la grange à foin. Et elle fait involontairement fuir les poules qui se sauvent en manifestant leur dérangement à grands caquettements offusqués. La fermière a les joues rouges et sent le lait qu'elle sert à grandes pintes bien comptées. Elle a un gentil sourire et lui donne toujours un caramel mou quand elle part. Elle adore ce caramel qui fond dans sa bouche. Elle connaît bien les enfants, cette fermière. Elle en a eu 4, et Marina n'est pas la seule fillette à venir chercher le lait, le beurre, les œufs et le fromage chez elle. Le soir, après ses devoirs ou le samedi quand il n'y a pas école, elle doit ainsi aider maman qui a tant à faire à la maison. Les mamans sont si occupées, il faut bien faire travailler un peu les jeunes. Nous sommes ici dans les années 60, et pour l'époque, c'est parfaitement normal et même obligatoire de se faire aider des enfants dès qu'ils sont en âge de pouvoir le faire. Les pères sont au boulot toute la journée, parfois tard le soir, et les mères sont souvent seules au foyer avec plusieurs enfants et toutes les tâches de la maison et de la famille à accomplir. Alors Marina fait une véritable promenade de ce qu'on appelle une corvée chez les adultes, et elle accomplit toutes les siennes sans sourciller. De même que la fermière, elle connaît bien le boucher, doit elle à l'ordre chaque milieu de semaine de ramener un steak court et épais bien tendre pour son père, ainsi que le boulanger où elle prend son pain. « Ce sera comme d'habitude, mademoiselle, » dit le boulanger. Marie n'est pas timide, et elle prend, du haut de ses 10 ans, un malin plaisir à bien articuler sa commission en parlant haut, se dressant sur la pointe des pieds, car malgré son âge, elle reste fluette et de petite taille. Mais qu'importe, puisqu'on lui donne des choses si utiles à faire, elle se sent importante. Et le reste, elle en fait une force. Elle est comme ça. Pourtant, ce jour-là, maman lui a confié une tâche inhabituelle. Il faut la comprendre. Elle s'occupe toute seule de la maison. Et ce samedi-là, maman reçoit du monde pour l'apéritif. Papa et maman reçoivent du monde. Ce sont des personnes importantes, a dit papa. Il s'agit de son travail et de son avancement. Alors oui, bien sûr qu'elle prendra le petit frère pour aller chercher le lait. De toute façon, a-t-elle le choix? Et puis, du haut de son jeune âge, elle est fière de cette double tâche à accomplir pour aider sa famille. Alors elle dit sagement, « Oui, maman. » D'ailleurs, elle dit oui à toutes les choses qu'on lui demande de faire. Marina n'est pas compliquée. C'est une fillette gentille et obéissante. Les parents ont 4 enfants, tous bien élevés, dit-on partout. Elle est fille d'enseignant, alors raison de plus, elle doit donner l'exemple. On lui recommande bien sûr de bien faire attention. Oh, elle fera attention, c'est certain. Elle fera ce qu'une fillette de 10 ans peut faire quand on lui confie une telle responsabilité en plus, car le petit frère a juste 4 ans. Mais Marina se sent tout des courages, tenir le pot rempli de lait d'une main et le petit frère de l'autre. Puisque maman lui donne cette responsabilité, c'est qu'elle peut y faire face. Et dans sa jeune tête, c'est indiscutable. D'ailleurs, elle ne pose aucune question. Elle n'en pose pas non plus. On lui a dit de faire, alors elle ne cherche pas plus loin. Elle fera. Marina regarde ses mains, ces 6 petites mains à peine plus grandes que celles du frérot. Oh, elle n'est pas bien forte, mais quelle importance. Déjà, la menotte du petit frère se glisse dans la sienne. Le jeune garçon est tout excité par l'aubaine. Il s'agit des piétines d'impatience. Maman doit lui dire de se calmer, sinon il ne partira pas avec sa sœur. La sœur si calme et sage, si obéissante aussi. Alors il fait mine de se calmer. Mais au-dedans, il bout d'impatience de partir en promenade avec la grande sœur. Marina prend fermement Léo d'une main. Elle prend le bidon à lait de l'autre main, et les voilà partis. Dehors, il y a du monde, car une caravane publicitaire est en train d'arriver. Un groupe d'enfants surexcités s'est formé sur le bord du trottoir. Ils crient et bouchent la vue. On n'y voit plus rien. Marina serre instinctivement la menotte de Léo, mais pas assez fort. Dans une bousculade, soudain la petite main glisse entre les doigts trop menus de la fillette. Elle n'a pas le temps de faire un geste, manque de chuter au sol.
Quand elle retrouve son équilibre, Léo n'est plus là. Elle le cherche du regard. Elle l'appelle, mais sa voix est couverte par les voix excitées des gamins tout autour d'elle. Sur la route, la caravane publicitaire arrive à grand renfort de coups de klaxon. Des bruits de voitures, des cris. Mais le temps de se relever, il est déjà trop tard. Léo est au milieu de la route, en train d'essayer d'attraper une casquette publicitaire parmi les affichettes qui volent partout. Elle crie « Reviens, Léo, attention !» Un vélo fonce sur lui. Et c'est l'accident. Le cycliste tombe lourdement sur l'enfant. On crie autour d'elle. Elle ne voit plus rien. Mais déjà, elle a compris qu'il s'est passé quelque chose de grave. Encore étourdie par sa chute, elle titube. Les larmes coulent et l'aveuglent. Impuissante, elle court vers la maison, hurle quelque chose d'incompréhensible. Le père est déjà dehors. Il a vu toute la scène. Hagard, il repousse Marina sans ménagement et se lance sur la route où la caravane s'est interrompue. On a transporté Léo dans le bistrot d'en face. Un attroupement s'est formé autour du cycliste. Un autre en face du café où une voiture de pompiers vient de stationner dans un hurlement de sirène. Tétanisée, Marina voit les pompiers entrer puis ressortir avec un brancard. Et sur le brancard, elle le voit. C'est Léo, c'est son petit frère. Non, elle a tué son petit frère. Affolée, elle se précipite dans la maison, tombe dans le tablier de maman. Mes deux bras la repoussent et la secouent à lui décoller la tête. On lui crie dessus. Ce sont des cris de détresse mêlés de larmes et de colère. Étourdie, perdue, terrorisée, elle n'y voit plus car elle pleure toutes les larmes de son corps. Mais elle entend, elle ressent tout, et ce qu'elle est en train de vivre dépasse tous les mots. Que lui arrive-t-il? Que s'est-il passé? Et surtout, comment va son frère? Elle a besoin qu'on lui parle, qu'on la rassure, qu'on lui dise que ça va aller, que son frère n'a rien, qu'on est parti la chercher, qu'il va rentrer là tout de suite, et que tout sera à nouveau comme avant. Au lieu de ça, elle entend de la bouche de sa mère ces mots épouvantables. « Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne? On te confie ton frère et tu nous le tues !» C'est le vide total, le néant. Alors elle fuit en titubant dans l'escalier, court dans sa chambre, se jette sur le lit. Marina veut mourir. Elle a tué Léo, maman l'a dit. Alors à cet instant-là, mourir est la seule issue possible dans sa jeune tête. Se fondre dans le néant, ne plus exister, disparaître de la surface de la terre. Mais comment faire pour disparaître aux yeux de tous? Elle doit affronter cette responsabilité, cette erreur innommable, c'est un cauchemar. Elle enfonce sa tête sous l'oreiller, elle pleure et pleure encore, et à force de pleurer, elle finit par sombrer dans une léthargie proche du sommeil, pour échapper à cet affreux sentiment de culpabilité qui monte en elle. Quand elle se réveille, le jour décline. Il fait presque noir dans la chambre. En bas, elle entend du bruit, de l'agitation, puis des pas dans l'escalier. Mais personne ne s'arrête à sa porte. On passe sans s'occuper d'elle. Ou peut-être la laisse-t-on à dessein pour qu'elle reste dans sa chambre, pour qu'elle se punisse elle-même, pour qu'elle espie sa faute. L'angoisse remonte de plus belle. Son cœur tremble d'un sentiment mélangé de peur et de culpabilité. Mais quelque chose d'encore plus fort la prend au cœur. Elle veut savoir. Elle aime tant son petit frère, il faut absolument savoir. Alors elle sort de sa chambre, et là, elle tombe nez à nez avec son père. Un mot, un seul, avec un regard dur, sortira de sa bouche. Descends. Au repas du soir, c'est le silence des mauvais jours, un silence pesant qu'elle n'ose rompre. Les heures s'écoulent lentement. Jamais le temps ne lui a paru aussi long. Tard dans la soirée, un coup de téléphone apprend aux parents que tout va bien, que l'enfant est encore sous le choc, mais que le genou est sauvé. Elle entend ses parents s'exclamer avec soulagement. Elle apprendra par la suite que lors du choc, la pédale du cycliste a pénétré dans le muscle du genou, évitant de justesse le tendon. Le petit frère est vivant, presque indemne, elle qui avait cru l'avoir tué, car c'est bien maman qui lui avait dit. Maman lui a dit ces mots atroces, ces mots qu'elle n'oubliera jamais. Bien sûr qu'elle était en colère, maman, et que sous le coup de la colère et de la douleur, les adultes disent parfois des choses cruelles, des choses qui dépassent la pensée, parce qu'on souffre tellement que cela soulage de les dire et d'accuser l'autre, afin de ne pas s'en vouloir à soi-même. Mais Marina n'est qu'une petite fille de 10 ans.
Que peut savoir une enfant de cet âge? On lui a confié une tâche peut-être bien trop difficile pour elle. Et elle n'a fait qu'obéir, comme elle l'a toujours fait, à l'ordre de l'adulte. Cet adulte qui seul doit être en mesure d'évaluer les capacités enfantines, qui seul doit être capable de discerner ce qu'il est possible de donner à faire ou non à une fillette de cet âge. L'adulte qui n'avait pas compris que l'on ne confie pas à une enfant si jeune la charge d'un petit garçon turbulent. C'est beaucoup plus tard, quand à l'âge de 35 ans, elle deviendra mère elle-même, que Marina comprendra, faisant enfin une force de cette triste expérience passée. Elle apprendra quelle tâche il est possible de confier à un jeune enfant et où se trouve la juste mesure des choses. Elle deviendra enseignante et étudiera la psychologie enfantine, cette chose si importante qui, hélas, n'existait pas à l'époque du drame qu'elle a vécu. Parfois, un traumatisme change tout le cours d'une vie, remet tout en question et peut vous bloquer indéfiniment. Pour Marina, après un parcours chaotique, le salut se trouvera dans les études de la psychologie et de l'éducation de l'enfant. Ce fut bien sûr un choix inconscient, même si aujourd'hui, du haut de son âge adulte, elle réalise très bien d'où cela lui est venu et prend ainsi toute la mesure des choses. Elle sera, et cela n'a rien d'étonnant, une mère tardive, mais une mère responsable et consciente. Elle aura 3 beaux enfants, un à l'âge de 50 ans, un autre à 40, et un petit dernier qui pointera le bout de son nez à 42 ans. Des enfants qui seront protégés et aimés au centuple de ce qu'elle a elle-même reçu.